Sophie, 23 ans, travaille comme assistante dans une agence de publicité. C'est une jeune femme brillante, pleine de rêves et de projets. Un jour, lors d'une soirée professionnelle, elle rencontre un homme charmant et mystérieux nommé Hugo, un collègue d'un autre département. Il est bien habillé, élégant, et semble tout savoir sur ce qu'elle aime, les livres, les films d'art, et la musique classique. Leur conversation se prolonge tard dans la nuit, et il la raccompagne chez elle. Ils échangent des numéros, et ce qui commence comme une amitié professionnelle se transforme progressivement en une romance intense. Sophie se sent happée par cet homme, qui semble comprendre ses désirs les plus profonds, ses insécurités et ses rêves. Les premiers moments avec Hugo sont idylliques. Ils passent des heures à discuter, à se promener dans la ville, à partager des dîners sous les étoiles. Sophie se sent prête à se laisser emporter par ce tourbillon d'émotions. Mais au fil du temps, elle remarque des comportements qui la perturbent. Hugo devient de plus en plus possessif, voulant savoir où elle se trouve, avec qui elle parle, et surveillant ses interactions avec les autres hommes. Il l'embrasse avec passion, mais parfois ses gestes sont plus insistants, plus violents. Lorsqu'elle tente de poser des limites, il s'excuse, se montrant plus doux, plus attentif, avant de reprendre un comportement envahissant. Sophie commence à avoir des doutes, mais l'amour qu'elle éprouve pour lui et ses paroles rassurantes la poussent à lui accorder sa confiance, même si quelque chose dans son attitude commence à la déranger. Un soir, après une longue journée de travail, Hugo lui propose de la retrouver pour un dîner dans un endroit discret. Elle accepte, bien qu'un malaise s'installe dans l'air. Le restaurant est charmant, mais l'atmosphère se fait vite étouffante. Ils sont seuls dans une salle presque vide, et Hugo semble distant, les yeux perçants, comme s'il attendait quelque chose. Lorsque le dîner est terminé, il insiste pour qu'elle le suive chez lui, pour passer un moment tranquille. Sophie hésite, mais le regard insistant d'Hugo la pousse à le suivre. Une fois dans l'appartement d'Hugo, la situation se transforme soudainement. Alors qu'ils sont sur le canapé, un changement subtil s'opère dans son attitude. Il l'embrasse violemment, la tenant fermement contre lui, ses mains devenant plus brutales, comme s'il ne voulait plus la laisser partir. Elle tente de le repousser, mais il la maintient avec une force inattendue. Il l'ignore lorsqu'elle lui demande d'arrêter, et dans un éclair de terreur, elle réalise que ce qu'il fait n'est plus de l'amour, mais un contrôle absolu. Hugo la viole, lui brisant son corps et son esprit. Le lendemain matin, Sophie se réveille dans l'appartement d'Hugo, seule et vulnérable. Elle a du mal à comprendre ce qui s'est passé. Il n'est plus là, mais son parfum, son goût, tout reste dans l'air, comme une marque indélébile. Lorsque Sophie tente de fuir, elle trouve la porte verrouillée. Hugo l'avait piégée. Elle se sent prise au piège dans un labyrinthe d'émotions contradictoires. Comment cet homme qu'elle aimait et en qui elle avait confiance est-il devenu celui qui lui a fait du mal? Elle se sent sale, brisée, mais une partie d'elle veut comprendre pourquoi il l'a fait. Est-ce un jeu? Une vengeance? Un besoin de pouvoir? L'amour et la douleur se mélangent en elle, formant un tourbillon de confusion et de peur. L'inspecteur Bernard, qui prend en charge l'enquête après le signalement de la disparition de Sophie, commence à découvrir que ce n'est pas la première fois que Hugo est impliqué dans une situation similaire. Il y a eu d'autres victimes avant elle, des femmes attirées par son charme et sa douceur, avant qu'il ne se transforme en ce monstre. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, l'inspecteur découvre que Hugo a une série de relations destructrices et qu'il se cache derrière un masque de gentleman respecté dans son milieu professionnel. Il a manipulé chaque victime de la même manière, en les séduisant, puis en les brisant, avant de passer à la suivante. Sophie, confrontée à la réalité de ce qu'il est devenu, se retrouve en pleine dépression, hésitant entre la volonté de dénoncer ce qui lui est arrivé et la honte qui la paralyse. Dans les jours qui suivent, Sophie devient de plus en plus distante, perdant son emploi, se coupant de ses amis et de sa famille. Hugo la contacte encore, se montrant doux et rassurant, lui promettant qu'il ne lui ferait plus de mal, qu'il ne l'avait jamais aimée autant que maintenant. Il la supplie de revenir vers lui. Chaque appel, chaque message, devient une torture pour Sophie, la ramenant sans cesse à cette scène traumatisante. Pourtant, un lien étrange et pervers se tisse entre eux, et Sophie se sent à la fois dévastée et attirée par sa présence. L'inspecteur Bernard, bien que touché par l'histoire de Sophie, se rend vite compte qu'il y a quelque chose de plus compliqué en jeu. Il se pose des questions sur sa propre compréhension de la situation. Peut-on vraiment séparer la victime du criminel quand la frontière entre amour et souffrance devient aussi floue? Finalement, après plusieurs mois de silence et de lutte interne, Sophie retrouve le courage de se rendre au commissariat pour témoigner contre Hugo.
Lors de l'audience, un silence lourd envahit la salle. Sophie est prête à affronter ce qu'elle a vécu, mais un dernier message de Hugo, reçu en plein tribunal, la fait douter. L'émotion du moment semble brouiller sa perception. Le verdict sera-t-il un soulagement pour Sophie ou un nouveau piège dans lequel elle se retrouvera enfermée? Le tribunal est dans une atmosphère glaciale, le silence pesant sur chaque personne présente dans la salle. Sophie se tient là, tremblante, entourée de ses avocats et de l'inspecteur Bernard. Ses mains sont moites, son cœur bat à tout rompre. La vérité qu'elle va révéler à la cour n'est pas seulement celle de ce qu'Hugo lui a fait, mais aussi de son propre combat intérieur, de son incapacité à se libérer de l'emprise qu'il a eue sur elle. Hugo, assis sur le banc des accusés, la fixe, ses yeux noirs perçants, comme s'il essayait de lui insuffler de la peur. Il est calme, sourire, presque trop calme, une énigmatique aux lèvres, et son regard ne quitte jamais Sophie. Elle hésite un instant avant de prendre la parole, sa voix tremblante mais déterminée. « J'ai aimé cet homme, » commence-t-elle, et il m'a brisé. Il m'a manipulé, il m'a fait croire que tout ce qu'il faisait, c'était pour moi, pour notre amour. Mais en réalité, il m'a détruite. J'étais une proie pour lui, et il m'a dévorée sans pitié. Sophie ferme les yeux un instant, rassemblant son courage. Chaque mot qu'elle prononce est comme une déchirure, mais elle sait que c'est la seule manière de se libérer de ce poids. Elle parle de ses doutes, de ses peurs, de la confusion qui l'a habitée après l'agression. Elle raconte comment elle avait cru que tout pouvait revenir à la normale, que l'amour pouvait être la réponse à tout, même après un tel traumatisme. Mais elle explique aussi, d'une voix plus forte, qu'elle a compris que cet amour n'était qu'une illusion, une manipulation, une illusion qu'Hugo lui a imposée pour mieux la contrôler. Elle parle de la honte qu'elle a ressentie, de la difficulté d'accepter qu'elle soit tombée dans ce piège. Mais ce qui frappe le plus la cour, c'est lorsqu'elle décrit la dernière fois qu'elle a vu Hugo. Commentaire: après tout ce qu'il lui avait fait, il est venu la voir, la suppliant de revenir vers lui, de tout effacer et de tout recommencer. Elle explique qu'il a réussi à se rendre indispensable, à la convaincre que sans lui, elle n'était rien. Et comment, à cet instant, elle a senti un sentiment d'emprise et de dépendance l'envahir, encore plus fort que la peur. C'est là que Sophie admet à haute voix la vérité la plus douloureuse: je l'aimais encore, même après tout ce qu'il m'avait fait. Un murmure parcourut la salle. Les juges, les avocats, les spectateurs semblaient suspendus à ses lèvres. C'est là que l'inspecteur Bernard, qui avait suivi l'affaire depuis le début, se leva pour témoigner. Il expliqua que Hugo avait non seulement manipulé Sophie, mais aussi chaque victime qu'il avait croisée sur son chemin. Son charme, son apparente douceur, son intelligence et son statut social lui permettaient de masquer ses véritables intentions. Hugo était un maître dans l'art de contrôler les autres, mais surtout, de les convaincre qu'ils étaient responsables de leur propre souffrance. Il ne les a pas seulement violés physiquement, mais aussi mentalement, et c'est ce qui est le plus effrayant dans cette affaire, conclut-il, un regard dur fixé sur le prévenu. Hugo, à ce moment-là, semble se détendre un peu. Il n'oppose aucune résistance aux accusations qui pèsent sur lui. Son nez sourire toujours présent, mais ses yeux sont vides, presque comme s'il était détaché de la réalité. Il sait que ces manipulations auront des conséquences, mais elles ne l'effrayeront pas. Tout au long de l'audience, il semble comme omniscient, contrôlant la situation d'une manière subtile mais effrayante. Même en étant face à un tribunal, il semble sûr de lui, comme s'il savait qu'il pourrait toujours revenir. Les jurés délibèrent longuement. Sophie est épuisée, son corps et son esprit utilisés par la bataille qu'elle mène depuis des mois. Elle se demande, pendant ces minutes interminables, si elle a fait le bon choix. Si dénoncer Hugo l'a vraiment libérée ou si, au contraire, cela n'a fait que renforcer son emprise sur elle. Elle se souvient des premiers moments où il l'a regardée avec des yeux pleins d'amour, comment il l'a fait se sentir spéciale, au-dessus de tout. Peut-on vraiment être aussi manipulé et brisé sans le savoir? Peut-on être victime et, en même temps, avoir été complice, au fond de soi, de cette relation toxique? Le verdict tombe enfin. Hugo est reconnu coupable. Le verdict est clair, mais pour Sophie, la justice, bien qu'importante, n'est pas la fin de son combat. Elle se demande si elle pourra un jour se reconstruire, si elle pourra un jour aimer sans avoir peur, sans douter de chaque geste, chaque parole. Le regard qu'elle porte maintenant sur l'amour, sur les relations, sur elle-même, a profondément changé. En sortant du tribunal, Sophie fait un dernier pas vers la liberté, mais un pas lourd, incertain. Elle est envoyée vide et pleine à la fois. Le monde autour d'elle semble flou, déformé par le prisme de la douleur et de la guérison.
Elle sait qu'elle a fait ce qu'elle devait faire, mais la question reste, comment peut-on oublier? Comment peut-on vraiment se reconstruire après une telle dévastation? Peut-on vraiment guérir après avoir été victime d'une manipulation aussi profonde? Et, même après la justice, peut-on réapprendre à aimer et à se faire confiance à soi-même?